Donc, ce projet, en fait, l'étude qu'a menée Beverly s'inscrit en fait dans la continuité d'un travail qui avait déjà été débuté avant, et donc s'inscrit en fait dans toute la complexité de trouver des tests les plus adéquats au niveau de l'hémostase pour appréhender le potentiel hémostatique des patients. Et donc, il existe des tests globaux en hémostase, puisque l'hémostase est en fait tout un ensemble de mécanismes qui sont en situation normale à l'équilibre, et c'est un équilibre entre les vaisseaux, les cellules sanguines, les protéines plasmatiques. Et donc, en situation normale, on n'a ni saignement ni thrombose. Et on a tout un réseau de feedback négatif qui limite, particulièrement dans la coagulation, qui limite la génération de thrombine. Beverly, tu peux passer à la dia suivante. Et donc, si on parle du test global de la génération de thrombine et qu'on le découpe avec sa courbe typique, comme vous retrouvez à gauche sur le schéma, en fait, cette courbe colle au plus près de ce qu'il se passe in vivo chez le patient, avec une première partie qui est la phase d'initiation et qui est la mise en place du système coagulant, avec en première étape la liaison du facteur 7 au facteur tissulaire, et ce qui va engendrer une activation du facteur 9 et du facteur 10 avec apparition d'une petite trace de thrombine. Cette petite trace de thrombine va amplifier sa propre formation, et donc on va avoir une courbe ascendante avec une génération exponentielle de thrombine. Si on compare ce test par rapport au test qu'on a de manière routinière au labo, donc par exemple typiquement un temps de Quick, un INR, eh bien sur le schéma de droite, vous voyez la flèche rouge, eh bien, ce temps correspond seulement à la phase d'initiation. Et donc, on comprend avec ce schéma qu'il y a, au-delà des temps déterminés par les automates de routine, encore énormément de systèmes qui se mettent en place in vivo. La thrombine est générée de manière exponentielle, et il y a aussi tout le système de neutralisation, le système anticoagulant qui se met en place. Et donc, c'est à ce niveau-là que se situe l'intérêt d'un test global au niveau de la coagulation. Beverly, tu peux y aller. Beverly, tu peux passer à la dia suivante, s'il te plaît. Et donc, il y a, en 2018, j'avais déjà postulé à une bourse du LHUB pour l'évaluation d'un automate de génération de thrombine qui a l'avantage par rapport à l'ancien automate qui s'appelait le CAT, qui est un automate qui est automatisé, standardisé. Les réactifs sont extrêmement bien harmonisés, avec l'utilisation d'un plasma de référence pour rendre les résultats normalisés. Et suite à cette bourse obtenue, nous avions donc validé le Genesia avec des résultats tout à fait acceptable. Un poster avait été présenté, et suite à ça, on avait demandé une extension de bourse en 2020 pour laquelle on a différentes applications cliniques qui sont en cours sur le Genesia, et l'épidémie du SARS-CoV ayant toqué à la porte. Le Genesia a été mis à contribution pour analyser des échantillons, et c'est ce dont Beverly va vous parler. Et je voulais en profiter pour la remercier pour le gros travail qu'elle a effectué, et remercier aussi tous nos collègues biologistes en hémato sur nos différents sites qui ont vraiment œuvré d'arrache-pied pour récolter les échantillons de patients, les PG qui étaient là aussi, les différents technologues de laboratoire qui nous ont grandement aidés. Voilà, Beverly, c'est à toi. Un grand merci, Laurence. J'ai un petit souci pour faire passer les... Ah voilà. Donc bonjour à tous, moi je vais vous parler de l'application du Genesia aux patients atteints par la Covid-19. Donc vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'une des complications majeures de la Covid-19 sont les troubles de la coagulation, et plus particulièrement le risque thromboembolique. Et donc l'objectif de cette étude était vraiment de mettre en évidence ce risque de manière précoce chez les patients atteints par la maladie, afin d'assurer une meilleure prise en charge de ceux-ci. Donc, tous les patients de l'étude étaient issus du service des urgences.
On a confirmé les patients atteints par la maladie ou non sur base de tests PCR, mais pas que, parce que l'étude a démarré lors de la première vague où ces tests n'étaient pas systématiquement réalisés. Et donc, parfois, on a dû se baser sur les résultats, notamment des CT scans, ainsi que la symptomatologie des patients pour les classer. Donc, chaque patient atteint par la maladie a été pairé par sexe et par âge, avec un patient contrôle lui-même issu du service des urgences. Et au sein des patients atteints par la maladie, on a fait une sous-analyse où on a comparé les formes sévères aux formes peu sévères de la maladie afin de voir si on observait également des différences entre les deux groupes. Tous les patients de l'étude étaient des adultes. On a exclu les patients qui prenaient des anticoagulants, étant donné que la prise d'anticoagulants interfère fortement avec le test de génération de thrombine. On a travaillé sur des plasmas citratés qu'on a centrifugés et qu'on a ensuite conservés à moins 80 degrés avant l'analyse. Lors de l'analyse, on a utilisé un réactif qui s'appelle Thromboscreen, qui permet la mise en évidence des profils thrombotiques. Et celui-ci a deux modes, un sans thrombomoduline et un avec thrombomoduline, car l'ajout de la thrombomoduline permet l'activation du système d'anticoagulation protéine C, protéine S. Donc, chez ces patients, on est venu analyser toute une série de paramètres, dont des paramètres biologiques, mais également les paramètres du test de génération de thrombine qui sont listés sur la diapositive. Donc, on a le temps de latence, la hauteur de pic qui correspond en réalité au maximum de thrombine qui va être généré, le temps pour atteindre ce pic, le potentiel de thrombine endogène qui correspond à l'air sous la courbe et donc à la totalité de la thrombine qui sera générée. L'indice de vélocité, qui est un indice qui reprend le temps de latence, la hauteur de pic ainsi que le temps pour atteindre le pic et le temps de retour à l'état initial. On a également relevé les éléments pertinents des dossiers médicaux, tels que les antécédents de thrombose veineuse profonde et les embolies pulmonaires, ainsi que la symptomatologie des patients. Donc ici, ce sont certains résultats pertinents qu'on a observé donc, dans la comparaison des patients atteints ou non par la COVID-19. Donc, on observe pour les taux de fibrinogène que chez les patients atteints, la médiane sortait des valeurs de référence. On observe également que pour le taux de dimère, on avait une médiane qui sortait des intervalles de référence pour les patients qui étaient atteints de la COVID-19, sans pour autant observer de différences statistiquement significatives entre les deux groupes. En ce qui concerne par contre les lymphocytes, on voit que les taux étaient drastiquement diminués chez les patients atteints par la maladie, avec une différence statistiquement significative au sein des deux groupes. Alors ici, ce sont certains des paramètres biologiques qui ont été analysés, mais numériquement parlant. Donc, j'ai surligné les valeurs qui sortaient des intervalles de référence ainsi que les p-valeurs qui donnaient des résultats statistiquement significatifs. Je ne vais pas revenir sur ceux que je viens de lister, mais par exemple, on observe que pour la lactate déshydrogénase, on voit que chez les patients atteints par la COVID-19, on avait également des valeurs qui sortaient des valeurs de référence. Et j'ai décidé aussi d'exposer le taux de plaquettes car malgré qu'on n'observe pas de différence, on voit qu'on a une légère tendance à la diminution chez les patients atteints par la maladie. Donc ici, ce sont ces mêmes paramètres, mais dans la comparaison des formes sévères et des formes peu sévères de la maladie. Et donc on observe que pour le fibrinogène, les valeurs les plus élevées se retrouvent chez les patients qui étaient peu sévèrement atteints par la maladie. Pour les taux de dédimère, on observe que les valeurs les plus élevées étaient observées chez les patients sévèrement atteints. Et pour les lymphocytes, on voit qu'on avait des valeurs qui étaient en dessous des seuils de référence dans les deux cas, sans pour autant de nouveau observer vraiment de grosses différences statistiquement significatives entre les deux groupes. Donc ici, ce sont de nouveau les valeurs chiffrées que nous avons obtenues et on observe ici que par exemple pour la lactate déshydrogénase, on voit que ce soit dans le groupe des formes sévères ou des formes non sévères, on a des valeurs qui sortent de l'intervalle de référence. En ce qui concerne l'AST, on voit également que dans le groupe des patients sévèrement atteints, on est passé au-delà des valeurs de référence également, et toujours cette tendance légère, mais tendance tout de même à la diminution pour les plaquettes.
Donc ici, j'ai décidé de vous exposer deux exemples de profils de tests de génération de thrombine que nous avons obtenus. Donc j'ai pris des exemples assez parlants. Donc on voit ici chez le patient qui n'était pas atteint par la maladie, donc ce qu'on voit en vert, c'est les résultats d'un plasma de référence qui était fourni par la firme. Et ce qu'on voit en bleu, donc c'est le résultat obtenu pour notre échantillon. Donc on voit que les résultats pour notre échantillon et pour le plasma de référence se superposent presque. Donc on a des valeurs qui restent normales, on va dire. Alors que pour le patient atteint par la COVID-19, donc je tiens à préciser ici que l'échelle utilisée sur les deux graphes est différente. Et donc, on observe qu'on a vraiment une génération de thrombine qui est vraiment très augmentée par rapport à ce qu'on obtient pour le plasma de référence. Alors, le deuxième graphe qui nous était fourni lors de l'analyse, c'est un graphe qui venait comparer donc l'analyse sans thrombomoduline à l'analyse avec thrombomoduline. Donc, pour rappel, elle permet l'activation du système d'anticoagulation protéine C, protéine S. Et on voit que chez un patient non atteint par la COVID-19, on a une belle différence donc, qui témoigne vraiment de cette activation de ce système. Et donc, on a une diminution de la thrombine qui est générée. Alors que dans le cas du patient atteint par la maladie, on voit que ces deux courbes se superposent quasiment. Donc, ce qui témoigne que malgré l'ajout de thrombomoduline, on n'a pas cette réduction de thrombine qui s'effectue. Et c'est justement ce point qui nous a interpellés et qui nous a permis d'émettre les hypothèses concernant nos résultats. Donc, en ce qui concerne les résultats pour ce test de génération de thrombine, ici, j'ai décidé de vous exposer les résultats obtenus pour la hauteur de pic sans thrombomoduline et avec thrombomoduline. Donc, on voit qu'on avait des hauteurs de pic plus élevées chez les patients atteints par la maladie. On observe donc que ce soit avec ou sans thrombomoduline cette influence. Et on a un autre paramètre qui est le pourcentage d'inhibition du potentiel de thrombine endogène. Et donc, ce paramètre, il est obtenu par calcul en comparant justement ce test sans thrombomoduline avec le test avec thrombomoduline. Et on voit quelle a été l'influence de l'activation du système d'anticoagulation protéine C, protéine S. Et on voit que chez les patients atteints par la COVID-19, on a l'inhibition du potentiel de thrombine endogène qui est vraiment diminuée. Donc, pour tous ces paramètres, on observait des différences statistiquement significatives entre les deux groupes. Donc, ici, voilà, ce sont les résultats chiffrés. Globalement, on voit que les valeurs obtenues ne sortaient pas des valeurs usuelles qui avaient été établies au sein d'une étude précédente. Mais on observe tout de même des différences significatives pour les paramètres que je viens de lister et également pour le potentiel de thrombine endogène et l'indice de vélocité avec thrombomodule. Donc, en ce qui concerne les paramètres du test de génération de thrombine dans la comparaison des formes sévères et non sévères, on voit de nouveau cette tendance donc, à avoir des hauteurs de pic plus élevées chez les patients sévèrement atteints par rapport aux patients atteints de formes asymptomatiques ou post-symptomatiques. Et on voit que pour le potentiel, pour l'inhibition de l'ETP, on a vraiment une diminution drastique de ce pourcentage dans les formes sévères de la maladie. Donc ici, voilà, ce sont les résultats chiffrés. Je ne vais pas plus m'y attarder, mais je tenais juste à préciser que pour justement cette inhibition du potentiel de thrombine endogène, on voit que chez les patients sévèrement atteints, on atteint une médiane de 16%, alors que dans la population des patients qui n'étaient pas atteints par la maladie, on était à une médiane qui était à 55%. Donc on observe vraiment une grosse diminution de ce paramètre-là. Donc, en comparaison avec ce qui était retrouvé dans la littérature, donc on sait que les patients COVID-19 présentent des lymphopénies et c'est ce qui était également observé dans notre cas à nous. Dans la littérature, il est également rapporté que la thrombopénie est un facteur de mauvais pronostic. On voyait dans notre étude qu'on avait une tendance à la diminution sans pour autant sortir des normes de référence. Les taux de dédimère élevés étaient également un facteur de mauvais pronostic et c'était également un des critères sur lesquels se basaient les cliniciens pour mettre ou non les patients sous anticoagulation prophylactique.
Et on voit que dans notre étude, les patients avaient des taux élevés et d'autant plus élevés dans les formes sévères de la maladie. En ce qui concerne les taux de fibrinogène, on s'est aperçu que les taux les plus élevés étaient observés dans les formes non sévères de la maladie. Dans la littérature, il était rapporté qu'on observait globalement des taux plus élevés chez les patients qui étaient atteints par la maladie. Mais en ce qui concerne les formes sévères, certains articles tendaient à dire qu'on avait des valeurs plus élevées chez les patients sévèrement atteints et d'autres disaient, en adéquation avec ce qu'on a retrouvé nous, qu'on avait des valeurs plus basses chez les patients sévèrement atteints par rapport aux formes peu sévères. Pour la lactate déshydrogénase, elle est également un facteur de mauvais pronostic lorsqu'elle est élevée et annonciatrice d'une mortalité plus élevée. Et c'était en adéquation avec ce qui était retrouvé dans notre étude à nous. Et en ce qui concerne les transaminases, elles étaient globalement dans les normes, excepté chez les patients sévèrement atteints pour l'AST. Et dans la littérature, une étude indiquait que les taux d'ALT et d'AST plus spécifiquement étaient annonciateurs d'une mortalité plus élevée, mais cela restait à confirmer. Donc, par rapport aux paramètres du test de génération de thrombine, donc on voit qu'on a un risque thrombotique qui est reflété par un profil d'hypercoagulabilité chez les patients atteints par la maladie et d'autant plus chez les patients sévèrement atteints, ce qui se manifeste par une augmentation de la génération de thrombine, surtout en présence de thrombomoduline et une diminution du pourcentage de l'ETP. Au niveau des études qui ont été réalisées dans la littérature, on était un peu limité parce que il y avait finalement pas énormément d'études qui ont fait ce test appliqué aux patients Covid. Mais une étude l'a réalisée et a mis en évidence qu'il ne trouvait pas de différence pour le pourcentage d'inhibition de l'ETP entre les formes critiques et non critiques de la maladie. Mais quand on creusait un peu plus loin, on s'est aperçu qu'en réalité, dans cette étude, il n'avait pas pris en compte, enfin, il n'avait pas discriminé le fait que les patients étaient ou non sous anticoagulants. Et donc, on peut tout simplement attribuer ce résultat à cela. L'anticoagulation prophylactique permet également d'éviter la survenue d'un bon nombre d'accidents thromboemboliques et donc de réduire la mortalité associée aux complications de la COVID-19. Et donc, une étude a effectué le test de génération de thrombine et a eu comme résultat qu'ils avaient des tests comparables entre les patients Covid-19 et les contrôles. Mais de nouveau, ils n'avaient pas tenu compte de la prise ou non d'anticoagulants des patients. Par contre, après, ils ont poussé plus loin l'étude et ils ont pris donc tous leurs patients Covid-19 positifs et ils ont regardé ceux qui étaient sous anticoagulants et ceux qui n'étaient pas sous anticoagulants. Et en comparant ces deux populations, ils ont mis en évidence qu'ils avaient des valeurs augmentées pour les hauteurs de pic, pour l'ETP et une diminution de l'inhibition de l'ETP chez les patients qui n'étaient pas placés sous anticoagulation prophylactique. Donc ça colle plutôt aux résultats que nous avons obtenus également. Et au cours de l'étude, on a fait face à certaines limitations, dont un nombre d'échantillons finalement un peu restreint. On a travaillé donc sur 52 patients. Un volume minimal de plasma qui pouvait parfois être limitant. On avait besoin de minimum 700 microlitres de plasma pour effectuer l'analyse totale. Une durée d'analyse et le manque de certains résultats de paramètres biologiques, car pour rappel, c'est une étude rétrospective et donc on s'est basé sur les paramètres biologiques qui étaient disponibles et qui avaient été demandés dans les prises de sang au moment de l'arrivée des patients aux urgences. Et en conclusion, le risque thrombotique chez les patients Covid-19, il est d'autant plus accentué lorsque la maladie est sévère. Et nos résultats tendent à croire que ce serait dû à une défaillance du système d'anticoagulation protéine C, protéine S chez les patients positifs à la COVID-19, avec une altération d'autant plus marquée dans les formes sévères de la maladie. Et cela serait dû à un relargage de cytokines pro-inflammatoires. Malheureusement, lors de notre étude, on n'a pas pu comparer les résultats qui concernaient l'immunologie et ça aurait été bien de pouvoir les mettre en parallèle et de pouvoir faire plus de liens avec ceux-ci. Et pour rappel, l'étude a été réalisée avant l'apparition des vaccins dirigés contre le SARS-CoV-2, donc ce serait peut-être intéressant de faire également une étude après la vaccination afin de voir si les résultats sont similaires ou totalement différents. Et je tenais à vous remercier pour votre attention.